Mercredi 11 avril 2012, cela fait un an que l'ex-président Laurent Gbagbo a été arrêté après 2 semaines de conflit armé. Dans ce journal, vous aurez les temps forts de cette crise post-électorale. Dans ce journal, un volet sera accordé à la réconciliation nationale. Ce que les Ivoiriens pensent de ce processus de paix, les Ivoiriens ont été visités et interrogés par nos reporters. L'actualité ce mercredi également meublée par un conseil des ministres qui est revenu sur les événements du 11 avril 2011. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 20h du 11 avril 2012, un an jour pour jour après l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo. Une arrestation qui a mis fin à une crise post-électorale qui a fait officiellement 3000 morts et des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés. Au cours de ce journal qui va durer 1 heure, nous allons revenir sur les temps forts de cette crise politico-militaire post-électorale qui a abouti le lundi 11 avril 2011 à l'arrestation de l'ex-président ivoirien. Ces grands moments de cette crise seront commentés et analysés par un des pensionnaires de l'hôtel du Golfe pendant le blocus. Il s'agit de Albert Mabry-Poicus, actuel ministre d'État. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous étiez ce matin au Conseil des ministres de ce 11 avril, une date qui marque l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous en avez parlé certainement. Oui, ce matin nous en avons parlé. Nous avons, à la demande du Premier ministre et avec l'accord du Président de la République, observé donc 1 minute de silence pour le repos de l'âme de tous nos frères qui sont tombés. Le Premier ministre a fait une déclaration au nom du gouvernement. Cette déclaration, cette rappelle ces événements douloureux, mais cette déclaration nous appelle tous, femmes, hommes, jeunes de Côte d'Ivoire, à nous mobiliser, à faire en sorte que la réconciliation soit l'option et que nous reprenons le chemin de développement à travers une cohésion sociale renforcée. Alors, vous en avez parlé au Conseil des ministres sans un acteur principal, Soro Guillaume. Quelque chose a manqué? Oh oui, évidemment, Soro Guillaume et bien d'autres n'étaient pas là, mais vous savez, ça aussi c'est l'État. Il est appelé à d'autres fonctions où le pays a besoin de lui, où ses concitoyens auront donc à bénéficier de sa disponibilité, de son engagement. C'est vrai qu'il a été un acteur essentiel de la crise post-électorale, de sa gestion, je voudrais dire. Donc nous nous souvenons de tous ses efforts, des moments passés avec lui, aux côtés du président de la République et aux côtés du grand frère du président de la République, le président Henri Konan Bédié. Ce mercredi 11 avril 2012, cela fait donc 1 an que la crise post-électorale a pris fin. Nous vous proposons le retour sur les temps forts de ce moment qui marque l'histoire de notre pays et c'est avec Justine Jiquet. Le 11 avril 2011 restera à jamais marqué dans l'esprit des Ivoiriens. Le 11 avril 2011, date de l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo, candidat malheureux de la présidentielle de 2010, candidat de la majorité présidentielle avec 45,90% des suffrages contre son adversaire Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, vainqueur de la présidentielle de 2010 avec 54,10%. Cette arrestation sonne le glas de la crise post-électorale qui aura duré 40 jours. 40 jours de combats médiatiques, physiques et économiques. La Côte d'Ivoire aura connu l'une des périodes les plus troubles de son histoire, une période rythmée par les pires atrocités, tueries, viols, enlèvements, destruction de biens, pillages et vol. Cette arrestation ouvre enfin les yeux des Ivoiriens sur la nécessité de sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse politique qui dure depuis 10 ans. 1 an après cette date fatidique, l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle naît. Faire fi de tout et vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire forte et prospère, c'est le grand défi à relever. Monsieur le ministre, où étiez-vous au moment de l'arrestation de l'ex-président? J'étais avec le président de la République dans son bureau du Golfe. Nous étions ce matin, après une nuit pratiquement blanche, nous étions un certain nombre autour de lui. Je me souviens que nous y étions donc
avec le ministre d'État Amadougon, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, avec le directeur de cabinet, le ministre Amontano Marcel, avec Hachi Patrick. Nous étions un certain nombre autour de lui dans son bureau lorsque nous avons entendu des cris et nous sommes interrogés. Et c'est lorsque nous sommes sortis que nous avons donc vu le président Laurent Gbagbo. Et qu'avez-vous ressenti tout de suite? D'abord, c'était des moments difficiles. Premièrement, nous n'avons pas voulu que la crise se terminât ainsi. Nous n'avons pas voulu que quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire arrive à l'hôtel du Golfe où nous résidons depuis maintenant 5 mois dans ces conditions. Ensuite, il y avait que nous disions, enfin c'est la fin, certainement, des difficultés, des atrocités, des morts. Donc il y avait à la fois un soulagement, une tristesse et nous étions partagés entre plusieurs sentiments. Certains donc sont allés constater pour venir informer le président, d'autres personnes sont restées aux côtés du président et tout de suite il fallait prendre les dispositions qui s'imposaient pour que tout ce qui devait être emmené se soit en tout cas accueilli dans les meilleures conditions possibles et traité humainement. Quelle est l'ambiance qui a prévalu à l'arrivée de l'ex-président? Alors c'était, je voudrais dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que nous avions passé la soirée avec le président. C'est vrai que le schéma, le meilleur, c'était certainement d'amener Laurent Gbagbo où il devait être en sécurité, puisque c'était un engagement du président de la République et il y tenait. Et je vous ai dit que le Premier ministre Soro Guillaume, ministre de la Défense, n'était pas avec nous, mais c'est pratiquement chaque quart d'heure que le président l'appelait pour s'assurer que les choses se passaient dans les conditions qu'il faut. Donc quand ils sont arrivés, c'était un désordre que vous ne pouvez pas décrire. Tous les pensionnaires du Golfe se sont retrouvés dans le hall. Le couloir du président qui jusque-là était quand même assez bien gardé était donc emprunté par tout le monde. J'ai vu certaines personnes qui étaient donc à la résidence à Cocody arriver, on a tenté même de les conduire dans le bureau du président. Donc c'était ce désordre-là avec des cris de partout, de joie, mais évidemment de colère et tout ce que vous pouvez imaginer. C'était difficile à gérer. Le président a dû être ferme, a donné des instructions. Le ministre de l'Intérieur s'est impliqué et c'est comme ça qu'en parlant aux uns aux autres, nous avons fini progressivement par maîtriser, mais comme tout ce qui arrivait par vague. Donc chaque fois, c'était donc ce que je venais de vous décrire. Évidemment, c'était des moments forts. Alors, tout a commencé par l'organisation de l'élection présidentielle. Revivons toutes ces étapes avec Jean-Jacques Kwame. Après le vote au second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010 en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante CEI avait 72 heures, c'est-à-dire jusqu'au 1er décembre pour la proclamation provisoire des résultats. C'est pendant cette attente que le porte-parole et 2 membres de la commission électorale indépendante ont montré en direct sur les antennes de la télévision les tensions au sein de cette institution. Nous sommes le 1er décembre 2010, retour sur ce qui s'est passé. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats. C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour tout l'Agnébi, du Jikomoé. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud Comoé, les résultats. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Quand nous sommes... Toujours dans l'attente des résultats, le 2 novembre à 17h, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, déclare depuis l'hôtel du Golfe la victoire du candidat Alassane Ouattara avec 54,10% des suffrages exprimés. Quelques minutes avant, le président du Conseil constitutionnel, Paul Yaoundé, annonce sur les antennes de la RTI s'être saisi du dossier après le forclos. Entendez la date limite soumise à la CEI pour proclamer les résultats. Le 3 décembre, le président du Conseil constitutionnel, après l'invalidation des résultats proclamés la veille par la commission électorale indépendante, annonce la victoire
du président sortant Laurent Gbagbo avec 51,45% des suffrages exprimés. Pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Yong Chichoy, certificateur de l'élection présidentielle, la victoire reconnue est celle du candidat Alassane Ouattara. C'est dans ce imbroglio électoral que le président Laurent Gbagbo prête serment le 4 décembre 2010 au palais présidentiel. Alors, monsieur le ministre, comment expliquez-vous que ces résultats proclamés par la CEI aient été contestés? Écoutez, c'est un peu ça la grande déception. Vous avez vu tout à l'heure quand on parlait de ces résultats n'ont pas été consolidés. Je voudrais dire que nous avons gagné l'hôtel du Golfe le 29 novembre. Et depuis le 29, nous suivons pas à pas ce qui se passait la veille donc de la proclamation. Les travaux de la CEI ont été suspendus parce que des hommes en âme ont débarqué. Heureusement que le président de la CEI, un certain nombre de décideurs n'étaient pas sur place. Donc la CEI n'avait pas pu proclamer les résultats provisoires et vous avez vu un peu l'ambiance qui prévalait au niveau de la commission. À partir de ce moment, le président de la commission électorale indépendante a pris des dispositions pour voir quel est l'endroit où il se sentait en sécurité pour pouvoir proclamer les résultats. Alors donc quand on parle du folklore, évidemment juridiquement cela n'était pas du tout prouvé. Et puis évidemment l'hôtel du Golfe c'était sur donc le territoire de la Côte d'Ivoire. Et à partir du moment où il y avait ces conditions et qu'il y avait des contraintes sur la proclamation, les résultats étaient proclamés. Alors, ce que nous n'avons pas compris, c'est donc cette déclaration. Ce que je voudrais vous dire, c'est que entre les résultats proclamés par Youssouf Bakayoko et les résultats proclamés par Yaoundé, les chiffres sont les mêmes. La seule différence, c'est que Yaoundé et donc les partisans d'un certain camp ont pris soin d'éliminer un certain nombre de départements pour des raisons qui n'étaient pas validées par la CEI. Donc c'est ce qui a fait la différence. Sinon ce sont les mêmes résultats qui donnaient donc la victoire du candidat Alassane Ouattara avec 54,1% qui a été proclamé. Évidemment, vous comprenez pourquoi par la suite la certification a été faite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Alors, monsieur le ministre, pour mieux comprendre les choses aujourd'hui, il faut clarifier les choses. Je veux dire, quels étaient les rôles de chacune des institutions, la CEI et l'ONUCI, pour la compréhension de tous? Alors, la CEI a la charge donc de l'organisation des élections chez nous et dans ce cas-là, de l'organisation de l'élection présidentielle. Ensuite, la CEI donc essaie de rassembler tous les résultats venant de ces structures de base, donc annonce les résultats provisoires. Ensuite envoie ces résultats provisoires au Conseil constitutionnel qui proclame, qui autorise après examen donc la CEI à proclamer les résultats définitifs, et ensuite les Nations Unies rentrent en ligne de compte avec le rôle de certification accepté par les Ivoiriens, signé par le président Laurent Gbagbo au nom de la Côte d'Ivoire. Les Nations Unies nous accompagnaient et les résolutions et tout ce qui a été pris, nous en avons pris acte. C'est des questions en ce moment, je participais au gouvernement, que le gouvernement a donc pris en compte, qui rentrait donc dans notre arsenal juridique par rapport aux élections de sortie de crise. Donc c'est ce rôle que les Nations Unies ont joué, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs récemment avec les élections législatives. Pour que nous allions au bout du processus, les Nations Unies doivent pouvoir donc certifier, parce que c'est ce qui a été décidé et ce que nous avons accepté, et c'est dans ce cadre-là donc les 5 ans ont été gérés, que les élections ont été organisées. Alors après ça, on a vu cette crise et on a fait appel aux Africains. Alors on a fait appel aux Africains, à beaucoup d'Africains, on a fait appel, d'autres sont venus. Il y a eu même la proposition donc de mettre en place une équipe pour revoir toutes ces questions. C'était une proposition du président Laurent Gbagbo. Tout ça a été pris en compte avec à terme la mise en place du panel de l'Union africaine. Donc toutes ces organisations, l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations Unies même, mais d'autres pays frères se sont donc tous impliqués, et à tour de rôle
sont venus donc constater que les résultats tels que proclamés par Youssouf Bakayoko étaient les résultats crédibles sur lesquels nous devons nous baser donc pour savoir la suite à donner à l'élection présidentielle. Mais malgré tout cela, les choses n'ont pas bougé. Alors, évidemment, un pouvoir s'est mis en place de manière illégitime. Alors, qu'est-ce qui explique l'échec au niveau des médiations au niveau de l'Afrique? Ben évidemment, je ne pourrais peut-être pas dire les raisons, mais je pourrais peut-être faire une analyse et surtout exprimer des regrets de voir donc que quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie, et nous le reconnaissons tous, qui est donc arrivé au pouvoir, qui y est resté 10 ans, même si ce n'était pas toujours dans des conditions idéales, n'ait pu donc accepter les résultats démocratiques de l'élection présidentielle. Mais je voudrais dire que nous avons vu après toute l'ambiance autour. Je vous avoue que ayant participé donc au gouvernement mis en place par l'ancien chef d'État, c'est quelqu'un qui séduit, qui comprend rapidement quand vous êtes en contact avec lui, et puis quelquefois vous voyez que juste après tout change. Donc c'était un clan qui s'était organisé certainement et qui tenait donc à poursuivre donc la gestion de l'État, même si c'était contre le gré des Ivoiriens. C'est comme ça que nous pouvons expliquer, et cela il faut le regretter. Alors nous allons suivre maintenant l'implication de la communauté internationale dans la résolution de cette crise avec Alexis Ouedraogo. Commençons par cette annonce faite le jeudi 7 avril 2011 par le ministre français de la Défense devant une commission sénatoriale, à savoir que la France était à mesure de transmettre à la Cour pénale internationale des informations liées à des crimes. Le même jour, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, sera encore plus précis quand il dira qu'il n'y aurait aucune amnistie en ce qui concerne les crimes relevant de sa juridiction. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour sa part, presse Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. C'est sa dernière chance de sortir avec élégance de cette situation, ajoutera le patron de l'ONU. Pendant ce temps à New York, le représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU tient ses propos prémonitoires. Trop de sang a été versé. Nous n'offrirons pas le luxe à M. Laurent Gbagbo d'être un martyr. Il sera arrêté vivant et répondra devant la justice des crimes qu'il a commis. Dans la soirée, le président Alassane Ouattara s'adresse à la nation. Dans son discours, le chef de l'État annonce la création d'une commission d'enquête à l'effet de déterminer les crimes, identifier leurs auteurs et les punir. Dans ce même discours, Alassane Ouattara décrète un blocus autour de la résidence présidentielle de Cocody, où sont retranchés l'ancien président et ses proches. Le lendemain 8 avril, l'Union européenne lève le blocus sur les ports d'Abidjan et de San Pedro suite à une requête des autorités ivoiriennes. Nous sommes le samedi 9 avril, il est 16h30, l'hôtel du Golfe où se trouve le président Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et les membres du gouvernement et militants RHDP est attaqué par les forces pro-Gbagbo. C'est la première attaque contre les quartiers généraux de M. Ouattara. Au moment où les casques bleus ripostent, les forces pro-Gbagbo sont à quelques centaines de mètres de l'hôtel du Golfe. Dans la soirée, le camp de M. Gbagbo, par la voix de son porte-parole, Awadon Bello, dément avoir attaqué le QG du président Ouattara. Alors, monsieur le ministre, pourquoi les différentes mises en garde de la communauté internationale n'ont pas abouti? Est-ce que ça veut dire que l'ex-président avait aussi des appuis au niveau international, certainement? Non, c'est possible. Vous avez vu un certain nombre de déclarations. Je ne voulais pas citer des noms ici de chefs d'État africains, notamment au niveau de la sous-région. Vous avez eu également l'attitude de certains pays africains. Donc c'était ces appuis-là certainement qui justifiaient, parce que quand au-delà donc des mises en garde, on va jusqu'à suspendre la Côte d'Ivoire, donc de l'UEMOA, de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'Union africaine, et puis nous pensons que nous devons continuer comme ça, à vase clos, à diriger le pays et à faire le bonheur des Ivoiriens. C'était difficile à comprendre. Évidemment,
il n'y avait certainement pas suffisamment de recul pour comprendre que ceux qui donnaient ces conseils-là n'avaient pas les moyens de soutenir donc une telle position jusqu'au bout. Alors, si au plan international la pression s'accentuait, et bien à l'intérieur du pays également, il y avait tout un mouvement de contestation et des femmes étaient en première ligne, nous dit notre reporter Juliette Ouya. 2010-2011, une crise post-électorale secoue la Côte d'Ivoire. La rue s'implique et se mobilise pour réclamer le départ du président Laurent Gbagbo. Plusieurs villes, dont Abidjan, Gagnoa, Toulepleu et Bloléquin, engendrent des manifestations anti-Gbagbo. Des affrontements opposent très souvent les forces de l'ordre aux manifestants. On dénombre plusieurs arrestations, des blessés graves et des morts. À l'exemple des 6 femmes tuées par balle le 3 mars 2011 dans la commune d'Abobo. L'objectif est toujours le même, faire partir du pouvoir Laurent Gbagbo. Les forces de défense et de sécurité, les FDS, loyales à l'ancien pouvoir, arrivent à bord d'un blindé et ouvrent le feu sur les manifestantes. La crise post-électorale ivoirienne est marquée par des manifestations de l'opposition, parfois émaillées de violences sanglantes. Plus de 3000 personnes tuées. Aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation nationale et à la reconstruction du pays. Il n'y a pas de pardon qui soit acceptable, qui ne s'exprime avec sincérité et avec humilité. Avec humilité. Pour ma part, je me mettrai à genoux. À genoux. Challenge pour la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Alors ces femmes tuées, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes imaginé un instant l'engagement de ces femmes? Est-ce que c'est des femmes qui sont engagées politiquement d'abord? Je ne crois pas que ce soit des femmes engagées politiquement parce que nous les avons tous vus ici. C'est vrai que les leaders des femmes, notamment au niveau du RHDP, quelquefois sont engagés. Mais ce que vous avez vu, c'est la mobilisation des Ivoiriens, des femmes en particulier. Vous avez vu les opérations casseroles pour se protéger dans toutes les communes. Vous avez vu la marche des femmes à Bobo, à Bassam. Nous, sur TCI, nous voyons un certain nombre d'images et nous avons compris à quel degré les femmes s'étaient mobilisées. Ce sont des mères. Ce sont des personnes qui depuis une décennie souffraient, qui voyaient là que nous partions vers donc la compromission définitive de l'avenir de leurs enfants, qui ont décidé d'aller dans la rue, de prendre des risques, de donner leur poitrine, qui sont morts pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie. Je ne sais ce que nous pourrons faire en tout cas pour reconnaître ce sacrifice, mais certaines personnes seront immortalisées. Ah oui, il y a eu déjà beaucoup de dates. Vous savez que le président de la République s'est rendu donc à Bobo. Des dispositions seront prises chaque fois pour nous souvenir de toutes ces personnes, de nos mamans en particulier. Et je crois qu'ici, il faut saluer le courage du peuple ivoirien, le courage des femmes en particulier. Et dans cette crise, le président Alassane Ouattara a tenté de convaincre Laurent Gbagbo de céder le pouvoir. Depuis l'hôtel du Golfe, il a multiplié les appels, nos rappels. Marie-Laure Ongouran. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Alassane Ouattara vient de prêter serment. Nous sommes le 6 mai 2011, 6 mois sont passés après le second tour de l'élection présidentielle. Que de péripéties pour en arriver là. Plusieurs appels ont été lancés par Alassane Ouattara à son adversaire Laurent Gbagbo pour le convaincre. 8 décembre 2010, il brandit la carte de la négociation pour demander un départ pacifique du président sortant. La main tendue pour négocier le départ volontaire de Laurent Gbagbo n'est pas saisie. Alassane Ouattara opte alors pour d'autres moyens. D'abord, l'appel de ses concitoyens à une grève générale. Ensuite, la pression économique, notamment le non-accès du régime Gbagbo au compte de la BCEAO.
le gel des avoirs de certains membres du camp Gbagbo. Le ton monte. La pression sur Laurent Gbagbo s'accentue. La création de la chaîne TCI, Télé Côte d'Ivoire, le 22 janvier 2011, permet de multiplier les appels. Par son intransigeance, M. Laurent Gbagbo risque d'exposer notre pays à de nouvelles violences. Je voudrais, une dernière fois, lui demander de se plier au choix des Ivoiriens en cédant le pouvoir immédiatement. Mais Laurent Gbagbo ne cède toujours pas. Alors, le président Ouattara brandit la dernière carte. Le 31 mars 2011, l'option militaire est décidée. Malgré de nombreux appels à M. Laurent Gbagbo et à ses proches pour un transfert pacifique du pouvoir, l'unique réponse à cette main tendue a été la violence. Dans le but de mettre fin à cette escalade de violence dans notre pays, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont entrepris, conformément à leur mission, d'assurer la protection des populations et de leurs biens contre les miliciens et les mercenaires à la solde de M. Laurent Gbagbo. Elles ont décidé de rétablir la démocratie et de faire respecter le vote du peuple. Finalement, c'est l'opération commando déployée par les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui aura eu raison du président sortant Laurent Gbagbo ce 11 avril 2011. Alors, malgré ces appels du président Alassane Ouattara, eh bien, la situation n'évoluait pas. Étiez-vous, à un certain moment, gagné par le découragement? Oui, quelques-uns parmi nous, oui, mais le président de la République, non. Je voudrais dire que nous avons eu l'occasion et la chance de le découvrir. C'est quelqu'un de spécial. Il y a des moments où, quand on ne comprenait plus rien, on partait le voir, et quand vous ressortez de son bureau ou de sa suite, vous avez de l'espoir à nouveau. Donc lui n'a jamais été donc saisi par le découragement. Il s'est dit qu'il faut persévérer, et il s'est dit que le moyen le plus sûr de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise et de la sortie durablement, c'était donc par la négociation, d'où les appels répétés lancés à Laurent Gbagbo pour donc reconnaître donc la victoire du président de la République. Ces appels n'ont pas été entendus, certainement pour les mêmes raisons que nous avons évoquées tout à l'heure vis-à-vis de l'échec des différentes médiations. Mais je voudrais dire que le président croyait jusqu'au dernier moment, même quand quelques-uns dans son entourage disaient que ce n'est pas possible, il croyait que Gbagbo finirait par comprendre pour la Côte d'Ivoire la nécessité donc de sortir par la grande porte en reconnaissant les résultats. Il y avait aussi la bataille de la communication. Vous avez créé TCI entre les quatre coins du mur, une télévision comme ça qui émettait non seulement en Côte d'Ivoire mais à l'étranger. Racontez-nous un peu l'histoire de cette télévision. Écoutez, je voudrais dire que moi, je suis sorti très tôt de l'hôtel du Golfe. Certainement, vous avez suivi tout ce que j'avais à faire à l'extérieur, notamment au niveau de l'Afrique, l'espace CEDEAO, l'Union africaine. Et pendant que j'étais absent, les initiatives ont été prises pour installer une télévision, mais aussi pour faire fonctionner une radio. N'oubliez pas donc la célèbre émission de Jean Soro, que je voulais saluer ici également, toutes les nuits, qui a sauvé des vies et qui ensuite a donné beaucoup d'espoir. Donc c'était difficile, très difficile dès le départ. Et lorsque nous rentrions quelquefois, après avoir fait 1-2 semaines à l'extérieur, on revenait avec quelque chose dans la valise, bien entendu, avec tous les contacts du président de la République, du Premier ministre et de leur entourage. Et c'est comme ça que la télévision a été montée progressivement. Je voudrais saluer aussi le courage de toute l'équipe initiale de la RTI, jointe par quelques volontaires qui étaient avec nous
qui ont travaillé dans des conditions difficiles, qui faisaient beaucoup, l'équipe était très restreinte, mais ça fonctionnait bien. Je voudrais aujourd'hui dire que nous avons été tous fiers de ce que TCI a fait pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie, et Dieu merci. Nous sommes là sur le plateau de la RTI pour faire le bilan et c'est une bonne occasion. Alors revenons sur l'implication de l'Union africaine dans la résolution de cette crise ivoirienne, et c'est avec Hugues Hervé Blé. La 265e réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine qui se tient le 10 mars 2011 à Addis Abeba au niveau des chefs d'État et de gouvernement lui donne de réaffirmer clairement sa position dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le Conseil de sécurité et de paix de l'UA réaffirme en effet l'ensemble de ses décisions antérieures sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle le 28 novembre 2010. Décisions qui reconnaissent l'élection de M. Alassane Dramane Ouattara en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Un rapport du groupe de haut niveau pour le règlement de la crise en Côte d'Ivoire dépêché à Abidjan pour se faire une idée nette de la crise post-électorale. Les déclarations du président Alassane Ouattara et celles du représentant de son Excellence M. Laurent Gbagbo fondent la décision du Conseil de sécurité et de paix de l'UA. La réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la 265e qui s'est tenue à Addis Abeba le 10 mai 2012, a marqué un tournant décisif dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, en endossant les recommandations du groupe de haut niveau et en entérinant les propositions faites en vue d'une solution politique d'ensemble à la crise en Côte d'Ivoire qui offre une base viable pour une sortie de crise permettant de concilier le respect de la démocratie et la quête de la paix. Alors, dans la situation qui prévoit en ce moment au Mali, la CEDEAO a parlé d'une seule voix, mais cela n'a pas été le cas au niveau de l'Union africaine en ce qui concerne la crise ivoirienne. On a parlé de certains pays qui provoquaient la division. Oui, vous pouvez le confirmer. Oui, évidemment, c'est ce qui a fait traîner justement les négociations, les travaux du panel et donc du Conseil de paix et de sécurité en longueur. Mais je pense que la raison a fini par gagner tout le monde et le Conseil de paix et de sécurité a délibéré. Nous avons fait le déplacement à Addis Abeba dans des conditions que je ne voulais pas rappeler ici, mais dans des conditions hyper difficiles, en particulier pour le président de la République. Nous sommes arrivés, évidemment, il y avait une autre délégation ivoirienne qui était en place et le verdict a été rendu. D'abord pour reconnaître donc la victoire du président Alassane Ouattara, deuxièmement conseiller donc que le président Laurent Gbagbo qui aurait donc pris acte de la décision de la commission soit préservé et qu'un gouvernement d'union soit mis en place. Ensuite, pour faciliter la réunification de notre armée, il a été proposé la mise en place d'un Conseil national de sécurité qui devait s'attacher donc à cela, et ensuite pour être une suite logique des accords de Ouagadougou, il a été proposé la création d'un haut conseil pour la République où nous devons nous retrouver pour pouvoir discuter. C'est tout cela qui a été rejeté. Nous avons été en tout cas malheureux et gênés par l'attitude de notre frère Afin-Guessan qui conduisait l'autre délégation. Lorsque les rencontres s'étaient bien passées, au moment où on devait conclure, il a fait cette sortie et toutes les déclarations que vous avez vues ici. Évidemment, il a des antécédents de Makossy et il ne voulait pas être le même certainement qui reconnaissent les décisions qui sont prises en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui a motivé la mise en application de la création des FRC? Écoutez, le président de la République a compris très tôt la nécessité de travailler donc à l'union au niveau de notre armée et donc
l'appel a été lancé très tôt, non seulement à tous les grands cadres de l'État, de notre administration, mais aussi aux militaires de soutenir donc la démocratie et la légalité, la légitimité. Beaucoup d'officiers généraux, d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes, de soldats nous ont rejoints à l'hôtel du Golfe. D'autres physiquement ne pouvaient pas le faire, mais attendaient en tout cas l'occasion de soutenir donc la vérité. Et il fallait trouver donc le cadre idéal pour que tous nos militaires se mettent ensemble. C'est la raison de la création donc des FRC, pour que ceux qui étaient avec les FN et ceux qui étaient à la FDS puissent constituer une armée unique. Alors nous allons revenir en image sur la création des FRC, et c'est avec Abou Sanogo. Nous sommes le 17 mars 2011, salle Anono 1 de l'hôtel du Golfe d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, signe l'ordonnance portant création des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, dans sa logique de paix et de réconciliation, a décidé de prendre ses responsabilités afin que les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANCI, et les forces armées des forces nouvelles, FAFN, qui par le passé étaient opposées, forment aujourd'hui la nouvelle armée de Côte d'Ivoire. L'ordre et la paix doivent revenir dans notre pays. Soyez républicains. Dites non à l'illégalité. Mettez-vous au service de la patrie et de la paix. Cette nouvelle armée a pour mission d'assurer principalement la sécurité des personnes et des biens sans distinction. Elle doit également assurer la défense du territoire national. En signant cette ordonnance, le président de la République, Alassane Ouattara, ne fait qu'appliquer l'une des conclusions du panel des chefs d'État de l'Union africaine donné le 10 mars 2011 à Addis Abeba. Le Conseil de paix et de sécurité recommande en effet que l'annexe du 4e accord complémentaire de Ouagadougou soit mise en œuvre, à savoir la poursuite des réformes prévues dans l'accord politique de Ouagadougou. Ces réformes concernent la réunification du pays et des forces armées, ainsi que l'organisation des élections. On avait espéré que la dernière présidentielle sortirait la Côte d'Ivoire de l'impasse politique dans laquelle elle était depuis 10 ans. Malheureusement, l'élection s'est terminée de façon fâcheuse par un affrontement, on peut le dire, LMP, RHDP, nous dit l'ancien Fofana. Le mercredi 30 mars 2011, la résolution 1975, est présentée par la France et le Nigeria et adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution demande la protection des populations civiles et la destruction des armes lourdes détenues par l'armée régulière. Le 31 mars, des villes de l'intérieur sont prises par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC. Abidjan est attaqué, des sites stratégiques dont la télévision ivoirienne sont pris. Aussitôt, le 1er avril, les FRC qui avaient pris la télévision la perdent. À nouveau, le signal de la RTI revient. Samedi 2 avril, depuis l'hôtel du Golfe, la décision est prise, un couvre-feu de 72 heures est instauré de midi à 6 heures du matin. De son côté, la majorité présidentielle appelle à la résistance toujours. Dimanche 3 avril, les hostilités font rage sur le terrain. Les rumeurs annoncent des défections dans la haute hiérarchie militaire chez les FDS, rumeurs qui se confirmeront plus tard. Lundi 4 avril, Choi, le patron de l'ONU en Côte d'Ivoire, monte au créneau et dit ceci: « Si nous échouons en Côte d'Ivoire, il faudra désespérer pour l'Afrique. » Fin de citation. ONUCI et l'ICON passent donc à l'action. En face d'elle, des jeunes patriotes déterminés. La télévision nationale est suspendue, des sites militaires sont attaqués à nouveau. Le mardi 5 avril, le couvre-feu est prorogé depuis l'hôtel du Golfe. La majorité présidentielle dénonce une tentative d'assassinat de Laurent Gbagbo. La Russie et l'Union africaine s'interrogent sur la légitimité du recours à la force par l'ONU et la France. Le général Philippe Mangou demande un cessez-le-feu. La France exige le départ de Laurent Gbagbo. Les positions restent toujours tranchées de part et d'autre. Le mercredi 6 avril, les FRC décident de lancer l'assaut final contre la résidence du président Gbagbo à Cocody, les négociations ayant échoué. Les 7, 8 et 9 avril 2011, FRC et FDS s'affrontent toujours. Les FDS gagnent du terrain et accusent la licorne d'agir hors de son mandat.
Le dimanche 10 avril, la majorité présidentielle nie toute implication dans l'attaque du Golfe. Licorne et Onussi détruisent en partie la résidence du président Gbagbo. Selon le porte-parole de l'ONUCI, Amadou Touré, c'est une opération pour neutraliser les armes lourdes. La guerre d'Abidjan fait rage. Et le 11 avril, lundi, nuit de feu sur le plateau, sur Cocody, sur tous les sites militaires et sur la résidence officielle de Laurent Gbagbo, cela jusqu'à 2h30 du matin. C'était le dernier jour franc de combat. Dans la matinée ce 11 avril 2011, le président Laurent Gbagbo est arrêté. La bataille d'Abidjan s'est aussi arrêtée. Les Ivoiriens auraient voulu que ce transfert du pouvoir se fasse autrement. Ça, on peut le dire. Oui, les Ivoiriens auraient voulu, nous tous nous aurons voulu, le président de la République également, mais qu'est-ce que nous pouvions contre la résistance, contre la mauvaise foi, il y avait donc quelque chose à faire. Cette intervention dont nous devons de voir les images était une suite logique à la résolution des Nations Unies pour neutraliser les armes lourdes. Vous savez combien de dégâts ont été faits au niveau d'Abobo et d'autres communes à Abidjan. Vous savez combien de morts, de femmes sur les marchés, dans les rues, il y a eu avec des roquettes, des armes lourdes qui étaient tirées de loin. Donc il fallait neutraliser les armes lourdes. Il y a eu donc tout le combat qui s'est engagé, qui s'est terminé avant que nous ne puissions voir donc la reconnaissance de la victoire d'Alassane Ouattara. Il faut regretter cela et souhaiter que nous n'ayons plus jamais à revivre ça en Côte d'Ivoire. Vous étiez à l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe a été donc au cœur de la crise post-électorale. Le complexe hôtelier a hébergé durant près de 5 mois le chef de l'État, ses proches collaborateurs et leur famille. Revenons sur l'hôtel. Juan Roger, ex-membre de la galaxie patriotique pro-Gbagbo, est un leader de jeunesse. Depuis la crise post-électorale, pas de choix, il habite dans une chambre de l'hôtel du Golfe. J'ai été touché moi aussi, parce que sans domicile fixe, donc on ne m'a pas encore chassé de l'hôtel, je suis encore là. Comme Juan Roger, ils sont encore des dizaines d'Ivoiriens à loger dans l'hôtel aux frais de l'État. Parmi eux, notamment ce général de brigade de l'armée ivoirienne. À tout moment de la journée, les embouteillages, alors que le président peut avoir besoin de moi à tout instant. Et il faut que dans les 5-10 minutes qui suivent, je réponde présent à l'appel du président de la République. Je suis ici, ce n'est pas par peur, ce n'est pas pour des raisons de sécurité, c'est simplement pour être plus près du président de la République. Pour ceux qui résident encore au Golf Hotel, les souvenirs sont encore vivaces. J'ai vu venir Gbagbo, quand les femmes qui faisaient la cuisine là-bas, criaient « Ah Gbagbo, on a attrapé Gbagbo, on a attrapé Gbagbo ». Il est arrivé par là. Puis j'étais dans le hall en bas avec Patrick Hachi qui était au téléphone. Je lui dis « Ah, Gbagbo est derrière vous ». Ah bon, il ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Roger aussi se remémore cette prise au piège. Les chefs militaires qui étaient là, qui avaient toutes les stratégies, savaient exactement d'où provenaient les tirs. On nous a demandé de rentrer tous. Voilà, avec les mouvements, on nous demandait de rentrer précipitamment dans l'hôtel. Donc on a commencé à tous fuir et à entrer dans l'hôtel. Beaucoup de changements ont été apportés. D'abord, le hall, habituellement très animé, est aujourd'hui un lieu calme où dévisent quelques clients et quelques visiteurs. Ici, le bureau du directeur général de l'hôtel, qui un an plus tôt était celui du président de la République. C'est là qu'il recevait tous ses invités. En revanche, les suites du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, et celles du chef de l'État n'ont jamais été occupées depuis leur départ. De ce côté, la salle de réception du président Bédié, qui est restée en état depuis 1 an. Au bout de ce couloir, les suites du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ainsi que celles où a séjourné l'ex-président Laurent Gbagbo, restent catégoriquement inaccessibles. Au sous-sol de l'hôtel, l'ancien site de la télé Côte d'Ivoire, TCI. Aujourd'hui, plus aucune trace ne témoigne de l'existence de ce studio télé. À l'extérieur,
Tout le dispositif sécuritaire installé des mois a été levé. Selon la direction de l'hôtel, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra, l'établissement a repris du service depuis des mois. Il fonctionne à l'image de toutes les grandes structures hôtelières de la place. Depuis l'ouverture de l'hôtel à la clientèle, nombreux sont les visiteurs qui le prennent d'assaut, plus pour satisfaire leur curiosité que pour y séjourner. C'est important de voir le site où quand même le cœur des activités ici en Côte d'Ivoire a eu lieu. Mais en même temps, bon, je pense que c'est un hôtel. Les événements qu'on a menés sur tout à être connus, mais bon, ça n'a pas tellement joué de rôle pour nous. Malgré tout ce qu'il a connu, l'hôtel du Golfe, devenu mythique, tente de se refaire un nouveau look pour retrouver son prestige d'antan. Quel souvenir gardez-vous de cet hôtel? Écoutez, beaucoup de souvenirs, je ne voudrais pas rappeler. Je voudrais dire que la suite du président Bédié, du président de la République soit fermée, c'est une bonne chose. Je pense que l'hôtel lui-même devait avoir une stratégie après la rénovation pour pouvoir vendre ces questions. Alors, il y a bien d'autres choses que nous pouvons rappeler, notamment les difficultés à s'alimenter à un moment donné après le blocus. Il faut également se rappeler les bombardements. Mais après, avant les bombardements, les attaques que nous avons connues certaines nuits, où quelquefois avec certains soldats des Nations Unies, nous sommes tous abrités au sous-sol. Donc il y a eu tout cela, l'hôtel du Golfe est là. Et je pense qu'il faut donc le valoriser. J'espère qu'il y aura donc une stratégie marketing à cet égard. Il faut penser à l'avenir. Voici un an que la reconstruction post-électorale a été décidée par Alassane Ouattara, président de la République. Un an après, quel est l'état des lieux et singulièrement dans le secteur des infrastructures routières? Le point avec Noël Niayo. 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté. Alassane Ouattara prend le pouvoir. Fini le règne de Gbagbo Laurent, début de celui de Ouattara Alassane. La Côte d'Ivoire post-électorale est à reconstruire. Une question transversale. Par où prendre le bout? Les nouvelles autorités décident de donner un coup de neuf aux infrastructures socio-économiques de base, singulièrement aux infrastructures routières, et résoudre l'équation de l'eau à Abidjan. Les rencontres avec les populations s'organisent pour marquer ce nouvel élan. Les tronçons à Bobo Akeikwa et à Bobo PK18 sont programmés. Programmés aussi la réalisation du troisième pont. Débarrasser Abidjan des nids de poules. Résoudre l'équation de la baie de Cocody. Pour ne citer que ces travaux-là, au niveau de l'eau, l'attente est portée sur la finition du château d'eau de Cocody. Un an après, les nids de poules ont disparu. À Abidjan, on roule plus aisément. La passerelle Adjamé-Williams-Ville est opérationnelle. L'équation de la baie de Cocody est en voie de résolution. Les premières pluies rassurent. Le troisième pont avance lentement, mais sûrement. Le carrefour de la Nvera 2 attend encore, tout comme les voies d'Abobo Akeikwa et Abobo PK18. Et pourtant, les travaux étaient prévus pour durer 6 mois. Nous en sommes à 12. Sur la question de l'eau, un ouf de soulagement avec le château d'eau de Cocody. Mais la question reste préoccupante. À quel moment a été conçu ce plan d'urgence présidentiel dans le cadre de la reconstruction post-crise? Au début du mois de mars, le président nous a réunis pour nous dire qu'il pense que les Ivoiriens l'ont élu pour aider donc au développement du pays. Les attentes sont nombreuses et pressantes et qu'il ne peut pas attendre de sortir de l'hôtel du Golfe avant de commencer à aider ses compatriotes. C'est comme ça que la décision a été prise de mobiliser 30 milliards à partir de l'hôtel du Golfe pour pouvoir agir. Donc le PPI a été annoncé, les secteurs ont été sélectionnés, l'école, la santé, l'électricité, l'eau potable, la salubrité et un peu les questions d'administration. Donc nous avons commencé à organiser le programme lorsqu'il y a eu la fin de la crise, et avec donc la fin de la crise, le montant a été porté à 45 milliards. Des secteurs ciblés ont donc bénéficié de ces ressources. Aujourd'hui, à Abidjan, les rues sont en train d'être améliorées. Je voudrais dire que la question sur le carrefour de l'Indénié est en cours de traitement, et nous espérons qu'avant la saison des pluies, nous aurons atteint un niveau satisfaisant. Beaucoup d'efforts faits sur Abidjan, mais aussi sur l'intérieur du pays, grâce au PPI, grâce à d'autres interventions que l'État a programmées. Un autre défi, celui de la réconciliation nationale.
Oui, c'est difficile quand même sur le terrain, il faut reconnaître. C'est difficile. Bon, évidemment, quand vous avez vu tout ce qui s'est passé, 5 mois à trouver une sortie de crise pacifique sans que nous n'ayons pu trouver les moyens d'y parvenir. 5 mois avec toutes ces interventions, évidemment, il y a eu beaucoup de dégâts. Et lorsqu'il y a eu ces dégâts, vous savez, on dit qu'il est plus facile de détruire que de construire. Des Ivoiriens se sont séparés. Il faut faire en sorte que ceux-ci se retrouvent. Le président a lancé plusieurs appels. Une commission compétente a été mise en place. L'ensemble des cadres instruits, les élus sont invités à s'impliquer, la chefferie coutumière. Je pense que ce n'est pas facile. C'est un processus. Nous parviendrons donc à consolider donc les acquis de la réconciliation parce que nous en avons besoin pour amorcer donc le développement. Alors, un an après, où en est-on avec ce processus de réconciliation? La réponse avec Sylvie Touré. Sous ce pneu, des restes humains. Une trentaine de personnes exécutées pendant la crise post-électorale ont été ensevelies dans cette fosse commune. Parmi les victimes, 5 des 6 enfants de l'imam Camara, tués puis brûlés. Même le jour d'enfant aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Parce que ça dépassait moi. Ça dépassait moi. Je donnais les dieux, ça coûte de ça, moi je réconciliation. Tant donner les dieux. Aboulaye Camara et sa famille disent avoir pardonné à leur bourreau. L'épouse de l'imam s'est investie dans la réconciliation. Elle est d'ailleurs la présidente locale de la cellule de réconciliation. Elle a œuvré pour le retour de Zamblé Benjamin, taxé de pro-Gbagbo, dans le quartier. Je suis rentré depuis lors que je suis là. Il n'y a pas eu de murmure en fait. Ça va bien, ça va. La cohabitation entre Zamblé Benjamin et ses voisins est aujourd'hui possible, mais son retour n'a pas été facile. Les femmes étaient sorties avec des marmites, des fourneaux, tout ça qui savent le préparer parce que le thème, le slogan des jeunes non-miliciens c'était « on va faire sa sauce ». Donc les femmes aussi, les vieilles femmes ont pris des mailles, ils vont faire sa sauce. Donc ils sont partis, il y avait, en tout cas les hommes en âme ont fait sa sécurité, ils ont été obligés de le faire sortir. Et c'est après que progressivement, on a préparé les consciences. Malgré la trentaine de fosses communes qui témoignent de l'ampleur des atrocités dans le quartier d'Oukouré à Yopougon, la plupart des habitants ont décidé de tourner la page. Mais pour ceux qui ont tout perdu ou qui craignent encore des représailles, difficile d'embarquer dans le train de la réconciliation. Et pour certains Ivoiriens, la réconciliation sera difficile parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Certains Ivoiriens pensent que pour être réconcilié, il faudrait que l'ex-président Laurent Gbagbo soit libéré. Alors, c'est un peu compliqué tout ça. Non, je pense qu'il ne faut pas faire des demandes excessives. Ce qui est sûr, c'est la volonté du président de la République et de l'ensemble du gouvernement à agir, en tout cas pour la réconciliation, pour le pardon. Nous sommes habités par le pardon parce que cela fait partie de notre vie, ce que nous avons connu. Maintenant, il faut aller de l'avant. Je voudrais dire que nous sommes passés d'environ 95 000 déplacés à aujourd'hui 6 000 déplacés. Les réfugiés sont en train de rentrer. C'est vrai que des cadres du pays sont encore à l'extérieur. Il faut espérer qu'ils soient donc guidés par la nécessité de nous retrouver ici pour que nous nous parlions et qu'ensemble nous réconcilions. Nous en avons besoin et j'espère que cela va intervenir tôt ou tard. Alors l'ex-parti au pouvoir, le FPI et le CNRD se rappellent du 11 avril 2011. Eh bien les militants se sont retrouvés à l'occasion d'une journée de recueillement, de réflexion et d'hommage. Le point avec Charles Yaouré. Ex-quartier général de campagne de Laurent Gbagbo. Ici, la commémoration du 11 avril 2011 ne ressemble en rien aux célébrations officielles. Pour ces militants du FPI et du CNRD, le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo est un jour de cauchemar, de douleur et de tristesse. Mais c'est tout de même aussi un jour de délivrance. La délivrance et du soulagement, car le président Gbagbo est sorti vivant. Il est midi pile. L'Assemblée observe 5 bonnes minutes de silence en souvenir de celui qu'elle considère encore comme son chef. Ce 11 avril 2012,
il n'est pas question pour ces militants de l'opposition de célébrer ces événements avec le RDR et ses alliés du RHDP au pouvoir. D'un autre côté, c'est célébré, ici c'est commémoré. Vous avez bien la signification, la célébration, la commémoration. Commémoration pour se souvenir des douleurs qu'on a vécues. Célébration, c'est pour célébrer sa victoire, célébrer sa joie. Donc d'un côté, il y en a qui célèbrent leur joie et de l'autre côté, il y en a qui célèbrent leur douleur. Nous sommes dans ce cas-là. Nous célébrons nos douleurs. Pour se souvenir de leur leader emprisonné dans le geôle de la CPI à La Haye, les articles, livres, CD, t-shirts sont en vente à la sortie de la rencontre. C'est un personnage qui a fait la une de tout, pratiquement de tous les journaux. Donc par rapport à ce point très important pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc je tenais quand même à avoir des documentations concernant cette personnalité-là. Comme ce militant, ils sont nombreux au sein du FPI et du CNRD à croire encore au combat de Laurent Gbagbo. Et puis le Rassemblement des Républicains, le RDR, s'est aussi souvenu aujourd'hui, 11 avril 2011, date de la crise post-électorale. Ce parti a initié un rassemblement à la place Inch'Allah de Koumassi en présence de plusieurs membres du RHDP et de la société civile. Demain, vous aurez certainement le compte-rendu de Ali Diarasouba. Un conseil des ministres est tenu aujourd'hui. Monsieur le ministre d'État, nous allons suivre le résumé de ce conseil des ministres avec Jérôme Kofi Abolin. Le Conseil des ministres de ce mercredi 11 avril 2012 dans un cliché spécial. La raison, il se tient à la date anniversaire de la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire avec l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo il y a juste un an. Un conseil des ministres donc marqué par le souvenir des événements tristes consécutifs à l'élection présidentielle de novembre 2010. Rappelant ces événements, le Premier ministre demande 1 minute de silence à la mémoire des personnes tombées au nom de la démocratie. Je voudrais, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous observions 1 minute de silence en la mémoire de tous les disparus de la crise post-électorale. Le chef du gouvernement va ensuite remercier tous les Ivoiriens et ainsi faire preuve de retenue après la crise pour permettre à la Côte d'Ivoire, sous la direction du président Alassane Ouattara, de tenir debout, non sans les encourager à poursuivre le combat qui est celui du développement. Le véritable combat qui vaille aujourd'hui la peine d'être mené, c'est le combat du développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire, pour que notre pays retrouve sa place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans le concert des nations. La relative embellie que connaît notre pays ne doit pas nous faire oublier le gouffre d'où il sort. Cela doit plus que tout nous amener à davantage de travail et d'efforts pour relever notre pays. Cela doit nous conduire également à beaucoup de retenue, de réalisme et d'humilité dans l'appréciation des événements. À la suite du Premier ministre, le président de la République Alassane Ouattara fait remarquer que la page très triste de la crise est tournée. Pour le chef de l'État, le temps est désormais au travail et par la même occasion, le président de la République d'inviter les membres du gouvernement à redoubler d'efforts dans leurs tâches pour permettre aux Ivoiriens de connaître un épanouissement total. Sur place au palais présidentiel, après le Conseil des ministres, Jérôme Kofi Abolin a recueilli quelques réactions. En pareille circonstance, on ne peut que prouver de l'émotion. Beaucoup d'Ivoiriens sont tombés à l'occasion de cette crise. Aujourd'hui, le président de la République a demandé que nous fassions table rase du passé pour nous inscrire dans la logique de la réconciliation nationale. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander à nos frères d'en face de venir pour qu'ensemble nous puissions développer la Côte d'Ivoire. Et il faut que cela se fasse de bonne foi. C'est une date historique pour la Côte d'Ivoire, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs. Mais en même temps, il faut se souvenir de cette date. Il faut aussi s'engager résolument dans la réconciliation, dans la reconstruction du pays. Il faut qu'on regarde de l'avant et qu'on sache que c'est nous qui avons aujourd'hui la responsabilité de conduire ce pays vers une nouvelle destinée. Et c'est par le travail qu'on va faire, par notre engagement à installer la démocratie
solidement à construire ce pays que nous allons pouvoir oublier cette page sombre de notre histoire que nous devons tous assumer. C'est un jour qui nous rappelle des souvenirs douloureux de tout ce qui s'est passé ici pendant la crise post-électorale, de toutes ces personnes qui ont perdu la vie et toutes les personnes qui ont été victimes pendant cette période. Mais en même temps, c'est une date qui est historique, parce que c'est ce jour-là que la Côte d'Ivoire a été libérée. C'est ce jour-là que la crise post-électorale a véritablement pris fin. Donc, en mémoire à toutes les personnes victimes de ce qui s'est passé, nous avons une pensée, en tout cas pieuse, une pensée respectueuse envers ces personnes, mais en même temps, c'est en même temps l'espérance, parce que 11 avril 2011, 11 avril 2012, cela fait une année que les Ivoiriens ont commencé à se donner la main pour continuer à bâtir leur pays. Un an après, il faut se féliciter de ce que la crise soit derrière nous. C'est le sens du message du Premier ministre. La crise est derrière nous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au travail. Mais ce qui reste à faire, c'est la main tendue du président de la République. Il est temps pour les Ivoiriens encore hésitants de faire le pas, parce qu'il est important que la Côte d'Ivoire retrouve la plénitude de ses moyens, l'ensemble de ses fils, pour que ensemble on puisse se réconcilier avec notre chère Côte d'Ivoire. Et au cours de ce conseil des ministres, d'importantes décisions ont été prises. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Un conseil des ministres très bref, à peine 3 quarts d'heure, mais d'importantes décisions prises. Des décisions, notamment celles relatives à la suspension des organes dirigeants de la MUJEPSI pour cause de problèmes internes. Un projet de décret portant suspension des organes dirigeants et la mise en place d'un comité de gestion de la MUJEPSI. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a concédé à la MUJEPSI une partie de ses prérogatives. Et la MUJEPSI est constituée par plusieurs syndicats de fonctionnaires et d'agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il se trouve que malheureusement le fonctionnement de la MUJEPSI est régulièrement troublé par les mésententes et autres remous entre les syndicats eux-mêmes qui malheureusement se combattent et se neutralisent. Ce n'est pas du tout la vision qu'avait l'État de Côte d'Ivoire au moment où il confiait ses prérogatives à la MUJEPSI. Il convient donc de revenir à une situation normale, une situation dans l'intérêt des fonctionnaires et des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Pour le porte-parole du gouvernement, le comité de gestion désigné doit prendre le temps qu'il doit prendre pourvu que l'ordre revienne à la MUJEPSI. Nous vous proposons, avant de refermer ce journal, le regard de Akas et Lazare sur ces événements du 11 avril 2011. 11 avril 2011, effacée de nos mémoires, cette date aurait été une attitude indécente et coupable au regard des souffrances endurées par nos populations. Ce devoir de mémoire s'impose donc à nous. Annoncé comme l'élection de sortie de crise, le scrutin présidentiel de 2010 s'est finalement terminé par un bain de sang effroyable, par le seul fait d'un homme qui voulait à tout prix se maintenir au pouvoir. Alors que le monde entier attendait des élections apaisées, le camp du refus de la démocratie préparait des stratégies de chaos. Les slogans de campagne « On gagne ou on gagne » et « à rien en face, c'est maïs » étaient des signes avant-coureurs. La fin justifiant les moyens, des vagues de jeunes de différentes régions de Côte d'Ivoire étaient transformées en combattants d'une cause perdue. Les universités de Côte d'Ivoire, au lieu de savoir, étaient devenues des camps d'entraînement de milices où seule régnait la justice expéditive de la FESI.
Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Des mercenaires payés et entretenus à coups de milliards sur le dos du contribuable ivoirien se sont livrés à des actes d'une cruauté inimaginable. On se souvient du fameux article 125. Entendez, 100 francs pour le prix du pétrole et 25 francs pour celui d'une boîte d'allumettes. Ce fameux article donc qui soumettait au supplice du feu tout individu suspecté d'appartenance au camp Ouattara. D'innocents citoyens étaient ainsi immolés, sous les regards d'individus déshumanisés par des litanies de haine, servis dans les agoras et autres espaces d'endoctrinement. Et pourtant, la victoire du docteur Alassane Ouattara au scrutin présidentiel 2010, telle que proclamée par la Commission électorale indépendante, ne souffrait d'aucune irrégularité. Les contorsions juridiques du Conseil constitutionnel n'ont pu avoir raison de la détermination de la majorité des Ivoiriens à faire triompher la voix des urnes. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, pour sa part, a joué le rôle qui était le sien, à savoir la certification des élections de sortie de crise telles que prévues par les accords engageant toutes les parties. Le 11 avril 2011, l'histoire retiendra que la Côte d'Ivoire s'est inscrite résolument dans la voie de la démocratie, et ce, au prix de lourds sacrifices. Au moins 3000 morts, des hommes, femmes et enfants meurtris à jamais. Le 11 avril 2011 doit marquer pour chacun de nous un nouveau départ avec de nouvelles perspectives et valeurs, comme nous le recommande le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Tournons donc nos regards vers cet avenir radieux et disons plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Vous avez le mot de fin, monsieur le ministre. Oui, plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Le président de la République ce matin en Conseil des ministres, en réaction donc à la déclaration du Premier ministre, a dit que c'est notre histoire. Chaque pays a son histoire. Tous les pays du monde ont connu leur crise. Nous devons être grands, sachant sortir de la crise. J'espère pour la Côte d'Ivoire et je supplie donc tous les Ivoiriens de se rassembler, de se mobiliser pour que dans la réconciliation, dans la cohésion retrouvée, nous sortions grandis de cette crise. C'est à ce prix que nous allons reconnaître la Côte d'Ivoire, c'est à ce prix que nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous avons heureusement un chef d'État qui s'y engage, nous devons l'accompagner et je ne peux souhaiter en terminant que Dieu puisse nous accompagner sur ce chemin, nous éclairer et nous permettre de nous rassembler à nouveau. Merci. C'est la fin de ce spécial 20h. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Bonne suite de programme sur RTI 1.